Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 8 avril pour un nouveau numéro de Confine Live, le 15e déjà. On espère, on le dit à chaque fois, mais qu'on vous aide à passer le confinement un petit peu plus rapidement, au moins pour notre rendez-vous quotidien en fin de matinée. Après une superbe émission hier avec Andrea Adamo, on a vraiment passé un très bon moment avec lui. Et aujourd'hui, ça sera deux invités tout aussi prestigieux, pas encore champions du monde, mais tout aussi prestigieux en sport automobile qui vont nous accompagner. Et c'est un air un peu international qui va souffler aujourd'hui sur Confine Live. On avait déjà abordé un peu toutes les catégories du Rallycross France. Aujourd'hui, on part un petit peu à l'international avec un pilote qui défend les couleurs de la France depuis plusieurs années en championnat du monde et championnat d'Europe de rallycross, et un autre invité qui lui passe plus de temps à régler ses montres et à se remettre de ses décalages horaires que de profiter de sa Bretagne natale. Vous les avez reconnus, donc c'est monsieur Jean-Baptiste Dubourg et monsieur Julien Febro. Bonjour les gars, bonjour Jean-Baptiste, bonjour Julien. Bonjour Mathieu, bonjour Manu, bonjour à tous. Bonjour. Un réel honneur pour moi, moi le fan de F1, moi le fan de sport mécanique, moi le fan de Canal, moi le fan du check-down du Touquet, pardon, de poser mes questions. Là, d'accord. Okay, très bien. de poser mes questions à monsieur Julien Febro aujourd'hui. Pour l'occasion, tu remarqueras, Julien, quand même, que j'ai sorti. Est-ce que tu as vu ma tenue? Est-ce que ça te fait penser quelque chose? Une chemise à carreaux. Voilà, c'était pour te mettre, voilà, tu vois, on a une photo là, c'était pour te mettre à l'aise. Et puis du coup, Jean-Baptiste que je viens de présenter. Pour m'accompagner aujourd'hui, ça sera pas sa première dans Confine Live, puisqu'il a présenté déjà 2 émissions de rallye, mais ce sera première en rallycross. C'est un journaliste averti des sports mécaniques chez Échappement, mais aussi un spécialiste averti de nos 2 convives. Salut Manu. Bonjour tout le monde, salut JB, salut Julien, salut Mathieu. Salut à tous. Salut. Écoute Manu, je te laisse nous présenter un petit peu nos invités du jour. Bon écoutez, donc du coup aujourd'hui on reçoit 2 pilotes bien habitués au rallycross avec Jean-Baptiste Dubourg qui a été champion de France Super C100, vice-champion de France Supercar, vice-champion d'Europe l'an passé, et également Julien Febro qui lui est un habitué du championnat de France Supercar aussi et Super C100 avec des victoires, des podiums et une petite apparition aussi en Euro RX il y a quelques années. Donc on aura de quoi faire, on a pas mal de questions à vous poser aussi messieurs sur vos activités rallycross. Bien sûr, la première question qu'on va vous poser, c'est comment se passe votre confinement? Julien, je t'en prie. Non, je t'en prie. Écoute, alors je commence pour ma part. Écoute, le confinement se passe bien. D'abord, d'un point de vue santé, toute la famille, la mienne et mon entourage se portent bien, et ça, je pense que c'est l'essentiel dans ces moments difficiles. Et ensuite, d'un point de vue moral, j'aime à le répéter, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Oui, c'est pas tout le temps facile, mais maintenant, je pense qu'on est loin d'avoir connu ce qu'ont connu malheureusement nos aïeuls. Je parle d'une vraie guerre où il n'y avait pas autant de commodité, et surtout c'était pas la même chose. Donc je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Voilà, et les temps sont graves, les temps sont importants, et il faut jouer le jeu pour pouvoir en sortir et que ce soit qu'un mauvais souvenir. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit JB. C'est sûr qu'on est dans une période à laquelle on ne pouvait pas s'attendre. Nous, ça a commencé la semaine du Grand Prix d'Australie, où le lundi, à 3 heures de partir en Australie, on nous a dit vous prenez plus l'avion. Et à ce moment-là, c'était il y a un peu plus de 3 semaines, ça nous paraissait assez fou de pas y aller, et en fait c'était la meilleure décision à prendre, et ça s'est confirmé puisque le Grand Prix a été annulé et que tout s'est enchaîné. Et s'il y a 3 semaines on nous avait dit qu'on allait se retrouver dans cette situation, eh bien on n'y aurait pas cru. Donc voilà, moi de mon côté ça se passe bien, comme dit JB, on a la chance d'être en bonne santé aujourd'hui, pourvu que ça dure, et de le faire dans des conditions plutôt confortables. Moi, j'ai continué à travailler à distance pour Canal, puisqu'on a fait pas mal d'interviews dès la semaine qui a suivi le Grand Prix d'Australie. On a eu beaucoup de pilotes et de gens du sport auto qui ont accepté de jouer le jeu à travers Skype, justement. Je pense qu'on est beaucoup à s'y mettre. Et moi, j'ai repris des activités sur le terrain la semaine dernière pour la chaîne CNews, qui fait partie du groupe Canal. Donc voilà, je ressors de nouveau. Alors, j'essaye de prendre un maximum de précautions parce que ça, évidemment, par les temps qui courent, il faut faire attention, mais je retrouve du terrain, je retrouve mon métier de journaliste, même si c'est pas en Formule 1, mais au moins, voilà, j'ai l'occasion d'être au contact de ce qui se passe aujourd'hui et de couvrir journalistiquement ce qui se passe en ce moment. Et je pense que c'est important pour moi, et moralement, et dans l'éthique du métier de journaliste. Ouais.
Toi, JB, la partie professionnelle, tu réussis un peu à garder un contact avec l'entreprise ou c'est très délicat actuellement pour l'entreprise aussi? C'est très délicat également pour l'entreprise. On a mis l'entreprise en chômage partiel qui a été accepté. Malgré tout, il y a une petite veille administrative qui peut respecter les règles sanitaires essentielles. Par contre, au niveau du commerce, oui, tout est arrêté complètement. Donc ça, c'est un gros coup dur aussi pour nous. Bon, l'entreprise, c'est quand même 80 salariés. On a tout de suite pris la mesure de ce qui allait arriver et on les a mis en confinement, je dirais, avant l'annonce officielle du président. On respecte nos salariés, on respecte nos clients, on respecte tout le monde. Je pense que ça, c'est la meilleure des décisions, en tout cas la plus sage. Voilà, donc oui, je me déplace à l'entreprise 2-3 fois par semaine pour faire des petits points conjoncturels. J'ai quelques clients qui ont souhaité charger des véhicules qu'ils avaient achetés, mais c'est vraiment anecdotique et il se passe pas grand-chose. D'accord. Et sur l'impact, du coup, un peu sur on va revenir un peu sur le rallycross. Voilà, on sait que avec ton père, vous avez le team du DA Racing. Quel pourrait être l'impact ou comment vous essayez de le gérer pour l'instant de ce point de vue-là? Pareil, on a un employé en CDI au niveau de la structure des Racing, le reste sont des auto-entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on a laissé une micro-veille sur le plan du sport auto, c'est-à-dire qu'il y a mon frère qui habite sur place qui vient travailler, j'ai mon mécanicien qui est en CDI qui vient bricoler de temps en temps. Il avance gentiment les voitures, les 208 et la DS3 sur la préparation. Voilà, on n'a pas complètement cessé, mais on n'est pas loin quand même de l'arrêt. Puis surtout, on manque d'approvisionnement au niveau de certains fournisseurs qui n'ont pas pu nous produire certaines pièces. Donc c'est pas simple. Et puis surtout, j'ai une pensée aussi pour les autres auto-entrepreneurs qui ont dû être confinés chez eux. Ils ont un statut qui malheureusement pour l'instant leur permet pas effectivement qui est pas évident à gérer. Donc j'ai une pensée pour tous ces acteurs aussi du sport automobile parce que je pense qu'en France il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs dans le sport automobile. C'est pas une période facile non plus pour eux. En tout cas, on essaiera d'être le plus solidaire avec eux et de voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'il faudra trouver de toute façon dans le milieu du sport automobile des compromis avec tout le monde, que ce soit le personnel, les fournisseurs, les clients, les sponsors. Il faudra trouver des compromis pour que on arrive main dans la main à se sortir de cette terrible crise et ce terrible moment. Ok, on va revenir un peu du coup de manière un peu plus légère sur le rallycross. On va être drôle après, vous inquiétez pas. On va partir un peu sur le rallycross. Vous avez tous les deux essayé plusieurs disciplines. Aujourd'hui, si vous deviez en retenir qu'une, Julien, on va commencer par toi. Laquelle et pourquoi? Alors, je vais retenir évidemment le rallycross, mais c'est la moins difficile des trois que j'ai eu l'occasion d'essayer. Les deux plus durs étant pour moi le rallye et l'autocross. Mais le rallycross reste ma discipline de cœur, donc voilà, le rallycross c'est ce qui m'a apporté le plus de sensations. C'est dans cette discipline où j'ai eu sur le peu de courses réalisées les meilleurs résultats. Tu as gentiment évoqué le Touquet tout à l'heure. Quand on se met en tonneau au check-down, c'est vraiment qu'on n'est pas fait pour le rallye, mais c'était cool d'essayer et j'ai hâte de réessayer de faire du rallye parce que à ce jour c'est la discipline la plus difficile pour ce qui est de l'adaptation en temps réel. Et puis l'autocross et le sprint car qui est une discipline extrêmement difficile à laquelle aussi j'ai goûté avec là pour le coup zéro résultat et une efficacité absolument catastrophique, mais beaucoup de plaisir au volant. Et après le rallycross, je suis né dans le rallycross, j'ai évolué dans le rallycross depuis 2008. J'ai commencé avec une voiture qui faisait 155 chevaux, qui était une C2 Challenge, pour finir dans une voiture alors je sais pas si on a le droit de dire la puissance, JB, mais enfin une voiture beaucoup plus puissante. 900 chevaux, c'est ça, non? Ouais, 1000 chevaux, ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est le véhicule qui offre les meilleures sensations. Et tu vois, je faisais une interview de Pierre Gasly l'autre jour qui me dit il faut que tu me fasses essayer une voiture de rallycross. Et c'est un pilote de Formule 1 qui, lui, pour le coup, roule sur une voiture qui fait 1000 chevaux maintenant, qui me dit je veux absolument essayer cette voiture-là. Et Romain Grosjean m'a dit la même chose. Et à l'époque, Fernando Alonso m'avait dit la même chose. Et Jenson Button et Kimi Raikkonen ont dit la même chose.
Enfin, ce sont les voitures les plus dingues qui existent. Après, il faut être pilote professionnel pour atteindre des voitures, des protos, des énormes GT ou des monoplaces surpuissantes. Et là, c'est plus le même univers. Donc, pour un gentleman driver monter dans ces autos, c'est ce qui existe de mieux sur la planète. D'accord. Et toi, JB, donc pareil, il y a eu l'autocross, il y a du rallycross forcément, un peu l'andros. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces disciplines et ce qui t'a marqué dans chacune? Moi, si je devais en retenir qu'une, déjà, je pense que c'est mon amour de jeunesse et mes débuts, où j'ai passé une dizaine d'années en sprint car. Ça reste vraiment le sprint car en super sprint, la catégorie Rennes. C'est vraiment une très très belle école du sport automobile en général qui fait partie, à mon avis, des meilleurs ratios qualité-prix sensation. Je pense que c'est imbattable. C'est vraiment très dur. Julien l'a souligné, il s'y est essayé. C'est 25 pilotes dans la même seconde, des luttes acharnées, 15 sur une grille de départ. C'est très très formateur. Il y a beaucoup de pilotes qui sont issus du sprint car qui ont ensuite embrassé des belles carrières avec des beaux résultats dans d'autres disciplines. Je pense notamment à des gens comme Olivier Dufour, Florent Tafani, Johnny Feuillade, qui ont été champions d'Europe après en autocross. Et puis il y en a d'autres, qui sont très très talentueux. Donc pour moi, ça reste vraiment la discipline. Et ça reste un de mes plus beaux souvenirs en 2012 avec mon titre de champion de France. Je courais après derrière depuis quelques années et j'étais vraiment content de l'avoir. Et du coup, j'ai dit bon, maintenant, faut que j'essaye autre chose. Voilà. Donc après, on est parti. C'est complètement différent. On passe donc d'une petite monoplace sprint car à une caisse fermée, une traction. J'ai pris beaucoup de plaisir en Super 1600. C'est de toutes les voitures que j'ai essayées, c'est la voiture qui m'a paru la plus facile d'entrée de jeu. Voilà, elle m'a paru simple, facile à conduire, avec beaucoup de plaisir. Et puis après, forcément, la voiture par excellence, la supercar en 2014 avec la C4 ex-Davy Janet. Et puis, moi, je me suis vraiment régalé. Championnat de France, championnat d'Europe, une année en championnat du monde en 2017. De superbes souvenirs pour moi. Et puis, la parenthèse hivernale qui compte beaucoup pour moi, puisque pareil, ça fait maintenant une bonne quinzaine ou 16 ans que je fais du trophée Andros. Et puis, remporter toutes les catégories jusqu'au titre suprême. Et puis, 4 titres d'affilée, c'était vraiment un rêve de gosse, un rêve inespéré. Donc, je suis vraiment très content. Alors, l'Andros et le rallycross sont vraiment deux disciplines très, très différentes. Complémentaire. Quand je sors d'une saison d'hiver, j'arrive encore plus fort l'été, et quand je sors d'une saison d'été, j'arrive encore plus fort l'hiver. C'est vraiment très intéressant et très sympa. Ok, Manu, tu voulais rebondir justement, t'en as abordé rapidement, JB. On voulait avec Manu revenir sur une année un peu particulière. Vas-y Manu, tu peux nous dire. En fait, je sais que vous avez roulé l'un contre l'autre à l'OIAC en 2013, JB et Julien, sous la même équipe avec l'équipe de David Deslandes. Quels sont les souvenirs de cette course particulière entre vous deux justement à l'OIAC en championnat du monde? Que les pneus Avon n'étaient pas faits pour la Saxo, ils étaient beaucoup plus faits pour la Clio. Écoute, moi c'était un bon week-end en termes de résultats. Je pense qu'on pouvait viser un podium et malheureusement ça s'est arrêté en demi-finale sur un contact avec Steven Bossard. J'ai été un petit peu optimiste au premier virage et j'ai goûté au bac à gravier de l'OIAC du premier virage et je peux vous dire que celui-là, quand vous y mettez les roues, vous y êtes, hein. Vous y restez. Il y a eu d'autres confrontations, je crois, entre vous deux. Julien, t'as pas été. Il me semble que tu es venu titiller JB sur ces terres à Faleras une année également. Moi, déjà, la première fois où j'ai roulé contre JB, c'est à Pont-de-Rouen en 2014, je crois. La première fois où j'ai fait de la supercar avec une C4. Et en fait, je me souviens, j'ai une image parfaite de suivre JB. On était dans une manche. Donc, c'est la première fois que je faisais de la supercar et j'ai vu ce que faisait JB à la radio. Je me souviens que Marc Laboule me dit colle JB. C'était impossible de suivre JB, évidemment. Mais j'ai vu, en étant derrière JB, ce qu'était capable de faire une supercar et ce qu'était capable de faire un bon pilote qui emmenait une supercar. Et genre, le premier virage de Pont-de-Rouen, qui peut passer à fond quand les conditions sont bonnes, j'ai vu JB le faire et j'ai dit, ah ouais, une supercar, ça peut passer comme ça. Et donc, j'ai imprimé cette image en me disant, ok, t'es encore loin du compte. Il se trouve que les conditions ont fait qu'à la fin du week-end, j'ai gagné cette course-là, mais j'étais évidemment pas du tout préparé à ce qu'était le pilotage d'une supercar. Et après, on s'est retrouvé à Faleras, l'année où j'ai roulé avec la C4 de Firmin Cadedu. Ça s'était fait en dernière minute.
Et là aussi, c'était une expérience géniale. On était en première ligne à côté de JB. On a eu un grand sourire quand on a vu JB monter 4 balles neuves pour la finale. On s'est dit, tiens, s'il est obligé de mettre 4 balles neuves, c'est peut-être qu'il s'inquiète de ce qu'on peut faire. Et voilà, on n'est pas reparti ce jour-là avec un podium. On est reparti avec le record du Tour et c'était la seule chose qu'il fallait retenir. Mais on était sur les terres de JB face à un pilote de son calibre. C'était déjà extraordinaire de se retrouver à ses côtés sur cette finale. JB, t'en gardes des souvenirs particuliers, toi aussi, de ces confrontations en supercar avec Julien? Oui, parce que j'avais complètement oublié la Saxo et la Clio à l'OEAC. Je me rappelais pas qu'on avait roulé ensemble. Et alors, effectivement, ça me revient. Je me rappelle par contre complètement de Pont-de-Ruan, où déjà, ça montrait la qualité sportive et intellectuelle de Julien, à savoir qu'il était peut-être pas le plus rapide ce week-end-là, peut-être, mais en tout cas, pour une première pige super dans des conditions dantesques, mais au bout à la fin de la course, il avait emporté. Et ça c'est une qualité vraiment intrinsèque à Julien. C'est un garçon vraiment très appliqué, très intelligent, qui sait saisir les opportunités. Il l'a prouvé là. Faleras aussi, je me rappelle très bien, effectivement, c'était ce week-end-là en 2017 l'adversaire numéro 1. Donc nous on faisait championnat du monde et on avait fait c'était difficile en termes de résultats en championnat du monde. On prenait des secoués un petit peu tous les week-ends. On n'avait vraiment pas l'auto adapté à nos adversaires. Donc on venait faire une petite récréation, une récréation pour se rassurer, une récréation pour se sentir du bien. Et effectivement, on avait un sacré adversaire en face de nous, Julien, qui effectivement m'a obligé, bon comme toujours, à rouler à 100%, voire peut-être même à 110%. Et donc je l'avais emporté. Ce coup-là, je l'avais emporté. Par contre, il avait effectivement fait le record du Tour. Et je le dis très honnêtement. On m'a dit oui, mais t'as géré, t'avais de l'avance, et je peux vous le dire en toute sincérité, pas du tout. J'ai roulé à fond, et si j'avais pu faire le record du Tour, je m'en serais pas privé. Donc encore une fois, Julien a une super pointe de vitesse, et il a pas grand-chose à prouver. Voilà. On parle un petit peu des souvenirs, on va surtout parler maintenant des projets, des programmes 2020. Comment ça va se dessiner maintenant pour vous? Toi, JB, tu as la chance d'avoir fait au moins 7 courses en 2020, ce qui est rare pour un pilote cette année. Oui, les courses du mois de janvier au Trophée Andros, effectivement. Donc ça c'est pris en termes de plaisir. Oui. Bon, après pour la suite de la saison, les choses sont très claires. Nous, on va préparer les 3 autos avec je sais pas si c'était au programme, mais avec beaucoup d'évolution. Je sais pas si on en parlera plus tard ou pas sur ces autos, sur les 3 autos. Il y a du développement à faire. Effectivement, nous, on se tiendra prêt à faire les championnats si on a la chance qu'ils aient lieu, que ce soit le championnat d'Europe ou le championnat de France. On fera tout pour se préparer et pour pouvoir y participer si tel est le cas. Voilà. Toi, okay. Julien, Julien, ta saison, toi, comment se dessine-t-elle? Est-ce que tu envisageais de partir un peu sur l'Europe cette année ou de refaire des apparitions en championnat de France aussi régulières comme tu as fait jusqu'à présent? Non, moi j'envisageais pas l'Europe du tout, parce que je pars du principe que quand on n'est pas capable de gagner en France, il faut déjà apprendre à marcher avant de vouloir courir. Donc pour l'instant, j'ai pas réussi à concrétiser ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc je veux rester en France où il y a un niveau tellement relevé que j'ai pas besoin d'aller ailleurs pour trouver du niveau. Je veux dire, vous les avez déjà tous accueillis, les gens qui vont très très vite en championnat de France. Donc voilà, le jour où j'arriverai à battre ces personnes-là à la régulière, on réfléchira à aller voir plus haut. Mais aujourd'hui, c'est déjà bien plus que je peux en gérer que d'aller en France. Maintenant, le programme, il va dépendre des calendriers comme chaque année. Et là, il n'y a plus aucun calendrier qui tient. À l'heure où on parle, je pourrais faire 6 courses du championnat de France. Et vous allez voir que dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je vais peut-être pouvoir en faire 1 ou 0. Donc, voilà, on attend le calendrier de la F1. Pour moi, c'est la priorité absolue. Évidemment, c'est mon boulot, c'est mon métier. Et s'il y a un championnat du monde de Formule 1 cette année et qu'on essaye de regrouper 15 ou 18 Grands Prix je sais pas, de août à décembre ou de septembre à janvier, enfin, peut-être que j'aurai aucun week-end de disponible et peut-être que je ferai 0 course de rallycross. Et puis si ça veut sourire, eh bien je pourrais peut-être en faire plus. Donc moi je m'adapte toujours au calendrier de la F1. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui va se passer ni en F1 ni en rallycross. J'espère juste que dans les 2 cas et dans tous les cas du sport automobile, on va avoir des courses, qu'on va trouver des solutions, que les gens vont s'entraider et vont
intelligemment se dire on est dans une année exceptionnelle et trouvons des solutions exceptionnelles pour que eh bien on arrive à rassembler les gens sur les courses. Je pense que tout le monde va devoir faire des efforts. On en parlait avec Jean-Baptiste récemment, mais voilà, tout le monde va devoir faire des efforts. C'est très difficile. Le rallycross est peuplé de gens des jours pour réussir à amener leur voiture sur les courses et qui comptent pas leurs heures et voilà, les gens roulent pas sur l'or. La situation actuelle tend encore plus financièrement les choses et j'espère que à tous les niveaux, fédéral, organisationnel, etc., on va avoir du soutien pour que les courses aient lieu, pour que les grilles de départ soient suffisamment remplies et que on puisse continuer à régaler les gens qui viennent voir du rallycross. D'accord. Okay. Du coup, moi j'ai deux petites parenthèses. La première, pour les gens qui ne connaisseraient pas trop ton parcours en rallycross, tu dis que avant d'aller en Europe, tu as envie de gagner en France. Je les rassure, tu as quand même gagné, si on prend le pourcentage de courses que tu as fait en France, tu as quand même gagné un petit peu quand même. Ouais, il était très élevé pendant un moment en supercar. Là, le ratio tombe doucement. Mais si tu gagnes pas, tu es sur le podium. Il faut quand même, voilà, il faut ne sois pas trop modeste à chaque fois que tu viens, tu joues la victoire. Non, alors c'est vraiment pas de la fausse modestie. Tu vois, je parlais de rallye et d'autocross, qui sont des disciplines où il faut être en adaptation en temps réel permanente, et c'est un truc qui me manque beaucoup et qui me joue des tours. Et j'essaye d'apprendre à être plus dans l'instant présent et à pas imaginer des situations qui n'arrivent pas. Ça m'est arrivé à Falleras, ça m'est arrivé à Châteauroux, ça m'est arrivé des tas d'endroits où j'ai voulu anticiper des problèmes qui n'étaient même pas encore arrivés, de peur que quelque chose se passe mal. Donc ça, c'est un gros défaut que je dois apprendre à gommer, mais ça se gomme à force de rouler, et je roule encore une fois pas beaucoup, et donc à chaque fois que je sors, j'apprends quelque chose, que je sors sur un week-end de course, pas que je sors de la piste, mais on apprend aussi en sortant de la piste. Mais donc voilà, c'est juste qu'il faut que j'apprenne à être un peu moins propre. Je remercie Antoine Massé qui gentiment l'autre jour m'a cité quand il a dit que sur son année du titre, à un moment donné, il avait observé et s'était un peu inspiré d'un pilotage plus propre. À mon tour de m'inspirer d'un pilotage un peu moins propre et un peu plus instinctif de pilotes comme Antoine, comme Samuel Peu, comme Garlin, Chichery, etc. Parce que je suis trop scolaire, mais parce que j'en suis encore à l'apprentissage et je suis encore à l'école de la course auto. D'accord, bon, merci pour cette analyse. Deuxième petite parenthèse qui est un petit peu moins drôle, et après, promis, on partira sur un petit questionnaire décalé, mais je me dois de vous annoncer, donc à vous et à tous les gens qui nous regardent, qu'un communiqué va partir là d'ici quelques minutes sur l'annulation du rallycross de Châteauroux. Donc c'est la première épreuve et on espère la seule qui va devoir être annulée pour cette année. Les autres, avec l'AFOR et les organisateurs, étaient en train de réfléchir à un nouveau calendrier pour des reports de dates et voilà, essayer de trouver des solutions comme tu l'as dit pour la F1, mais voilà. Le communiqué va partir dans les minutes qui suivent là, donc je peux vous l'annoncer que le rallycross de Châteauroux malheureusement n'aura pas lieu cette année. On espère que ça sera le seul reporté, que les solutions seront trouvées et qu'on t'accueillera, on l'espère Julien, parce que c'est toujours des bons moments sur le championnat de France de rallycross. Parenthèse fermée. Une pensée quand même pour Daniel Bionnier et toutes ses équipes, parce que on sait à quel point chaque année ils se battent pour que l'épreuve puisse avoir lieu, pour que les pouvoirs publics autour permettent que ça ait lieu. Donc c'est un coup dur. Là encore une fois, j'espère qu'il y aura une solidarité. On parle de la famille du sport automobile sans tomber dans le monde des bisounours. J'espère encore une fois que les gens seront capables de soutenir des gens qui là sont dans le dur et dans la difficulté cette année. Donc on espère retourner rapidement à Châteauroux et on pense à eux. Merci Julien. Juste avant de partir sur le petit questionnaire décalé, Julien, j'avais entendu des bruits que voilà, en rallye, on a dit que c'est quelque chose qui voilà, ça t'intéresse de revenir. Il y avait des petits projets, je crois, en rallye cette année qui vont peut-être être forcément mis de côté, mais il y avait un beau projet, je crois. J'avais entendu parler d'un beau projet. Oui, effectivement, j'avais l'objectif et on était en train de finaliser une participation à une manche du championnat de France. Et voilà, ça a volé en éclats. Donc, on va garder ça dans les cartons. Moi, j'ai très envie de refaire du rallye. Ma famille m'interdit d'aller faire du rallye. Donc, je pense que je serai déshérité le jour où je vais dire que je fais un rallye. Mais j'ai très envie d'y retourner, y aller pour continuer à apprendre, pour encore une fois essayer de capter un peu mieux comment on gère dans l'instant ce qui se déroule sous vos roues. Mais voilà, pour l'instant, c'est en stand-by et j'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner. Ok, allez, un petit moment décalé comme promis, parce que c'est un peu le concept de Continue Live. Manu, je vais te laisser poser la première question. Donc, le jeu, c'est un peu le plus. Vous avez deux propositions, vous devez choisir le plus. Allez, c'est Manu qui commence. On va commencer par Super 1600 ou Supercar, messieurs?
Allez, JB. Supercar. Ouais, Supercar aussi, Supercar, ouais, c'est extraordinaire. Mais la Super 600, c'est de la folie. Hein. Je trouve, alors par contre, là, je suis pas d'accord avec JB, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'emmener une Super 600 qu'une Supercar. Mais en sensation, Supercar, oui. Ok. Allez, Loéac ou Faleras, messieurs. Alors, on sait que là, c'est la guerre des indépendantistes, un peu. JB, Loéac ou Faleras? Écoutez, moi, c'est Faleras. C'est la terre de cœur, le circuit maison entre guillemets, où je me suis en tout cas élevé, où j'ai vu beaucoup de compétitions autocross, rallycross qui m'ont fait rêver, qui m'ont permis peut-être aussi d'être le pilote que je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui me rattachent à Faleras, donc voilà, sans équivoque. Julien? Loéac, évidemment, parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai rêvé sur ce circuit, j'y ai gagné, ce que je n'ai pas fait à Faleras, j'ai gagné à Loéac, mais si on pouvait avoir le freinage du bout de Faleras à Loéac, ça ferait le circuit parfait. Voilà. Donc, Loéac pour le cœur et Faleras pour le gros frein. Voilà. Ok. Manu, la prochaine question qui est pour JB, je crois. Alors JB, tout à fait, ce sera Valentino R ou Andrea D? Ce sera Valentino R. Valentino R. Ok. Alors, attendez, je crois qu'on a une petite réponse en vidéo. On y va. Je comprends tout à fait que tu aies choisi Valentino Rossi, sacré pilote. Mais bon, tout comme lui, tu es plus proche du début que de la fin. Sans son palmarès. Un petit message de ton frère pour les gens qui l'auraient pas reconnu, qui l'a mal pris. J'ai l'impression qu'il avait mal pris et qu'on avait surtout anticipé ta réponse. Non, mais entre eux, de toute façon, ils prennent toujours tout mal entre eux, donc c'est normal. Non, mais sans équivoque, j'ai une admiration sans faille pour Valentino Rossi depuis très longtemps, hein, depuis qu'il roule en fait, toujours suivi sa carrière. Et j'ai pas suivi la nouvelle mode effectivement Marc Marquez qui effectivement est vraiment impressionnant depuis de nombreuses années. Moi je suis resté un fidèle de Valentino et pour la petite anecdote, c'est très rare. Mais je pleure quand il gagne, donc là ça fait quand même quelques années, mais quand il gagne, je me mets à pleurer parce que je suis très content, voilà. Et j'espère que lorsqu'il fera sa dernière course en MotoGP, il n'y aura pas week-end de rallycross, sinon je serai obligé de ne pas aller faire la finale ou la demi-finale pour pouvoir regarder ce que ça donne. Et par contre, moi je voudrais relever, je suis sûr que si Andrea gagne une course en championnat d'Europe, tu serais capable de pleurer quand même. Il n'en est pas capable, donc faut pas en parler. Bon, je plaisante, c'est tout le mal que je lui souhaite. J'en doute pas. On revient un petit peu sérieusement. Électrique ou thermique, Julien, on sait que tu as pu essayer un peu des deux, peu importe la discipline, mais ton avis rapidement sur ça. Alors, à choisir thermique, parce que on aime le son des moteurs et ça contribue énormément au plaisir qu'on a et dans la voiture et pour les spectateurs. Maintenant, l'électrique est redoutable d'efficacité et JB pourra en parler beaucoup mieux que moi parce que il a l'occasion de rouler électrique en Andros. J'ai eu l'occasion de le faire une fois en Andorre. Il n'y a rien à dire, ça marche, c'est plutôt fiable, voire complètement fiable. Moi, j'ai eu zéro souci de fiabilité quand j'ai roulé sur la 4 roues électrique en Andorre. Et la technologie fonctionne. Maintenant, en puriste de sport automobile, je vais quand même préférer le thermique. Ok. JB, on devait aborder le sujet plus tard, mais on va l'aborder maintenant. Donc, JB, un peu ton avis. On sait que voilà, t'as avec l'Andros pu essayer les deux. Moi, les choses sont très claires. Avec l'Andros, j'ai pu effectivement comparer les deux. Je vais être très franc avec vous. En termes de plaisir à l'intérieur de la voiture, c'est pareil. C'est tout aussi plaisant de conduire un électrique qu'un thermique. Aujourd'hui, l'électrique va même plus vite sur un tour qu'un thermique en trophée Andros, du moins. Après, le passionné que je suis et que je reste, effectivement, préférera le thermique pour le bruit, pour aussi la manipulation de la boîte à vitesse. On a tendance à l'oublier, mais ça reste un sacré exercice. Physiquement aussi, c'est du coup plus facile de rouler en électrique. En tout cas, c'est moins physique.
Mais en termes de sensations, les gens qui me demandent alors et tout, je vais être sincère avec vous, c'est tout aussi sympa. Je me suis régalé moi cet hiver avec nos Zoé électriques. Voilà, ça glisse toujours, ça accélère encore plus fort. Il y a plus de couple qui vient plus vite et plus rapidement. Donc voilà. Maintenant, pour le rallycross, je vais un peu plus loin que votre question. Aujourd'hui, le rallycross électrique, on en parle. Enfin, les instances FIA, IMG en parlent depuis quelques. C'est vraiment un sujet pas évident parce que pour le passionné que je suis et pour tous les passionnés qui sont au bord de la piste, je crois que là, il n'y a pas photo. Il vaut mieux du thermique. Parce que entendre une grille de départ, une manche avec des moteurs au rupteur, faire ce bruit-là, c'est aussi ça qui nous crée. C'est l'ADN du rallycross, c'est l'ADN du sport automobile. Et je peux comprendre un peu les réticences de certains passionnés. L'électrique, pourquoi pas? Maintenant, il faudrait que ce soit beaucoup plus accompagné par les constructeurs qui sont quand même aussi à l'origine de cette demande, voilà, de voir de l'électrique en sport automobile et dans le commerce. Donc, il faut qu'ils s'investissent beaucoup plus qu'ils le font actuellement. Ce n'est pas à des écuries privées ou à des privés à faire l'investissement. Il ne faut pas inverser les rôles et les tendances. Ok, très bien, c'était plutôt complet. Je ne sais pas si Manu, tu voulais rebondir là-dessus. On va essayer de faire rapidement parce qu'il est déjà 11h30. Non, moi écoutez, sur l'électrique, je pense que je voulais juste savoir un petit peu l'avis de Julien aussi. Lui, j'ai souvenir qu'il avait testé il y a quelques années la DS électrique en monoplace. Est-ce que déjà tu avais cette sensation d'avoir un pilotage, de conduire un univers complètement différent et de conserver un peu le plaisir de pilotage quand même? Ouais, alors c'était une expérience intéressante, mais un peu surréaliste parce que déjà donc autant dire que le grip là-bas à cette époque de l'année sur la piste asphalte, pas sur la piste de rallycross, il y avait plus de grip sur la piste rallycross, je pense. On aurait dû essayer la FE là-bas, mais en fait c'est plus du tout la même façon de piloter. Et ça, c'est ce que disent les pilotes professionnels qui roulent en Formule I. Rien que la phase de freinage, ça commence par du lâcher d'axel sans rien toucher. Après, tu prends une palette au volant pour faire comme un effet dynamo sur le moteur électrique. Puis après, tu freines avec la pédale normale. Donc, il y a 3 phases de freinage à tous les virages. Enfin, ça vient du calcul scientifique. C'est antinaturel. Après, voilà, c'est une technologie. Je pense pas qu'il faille la comparer à d'autres technologies et à d'autres disciplines du sport automobile. Si ça peut permettre d'aller vers plus d'hybridation et d'être un peu plus propre, globalement, tant mieux. Et encore une fois, moi, demain, du rallycross 100% électrique, je pense, je vais pas le dire avec certitude, parce que si un jour vous me voyez dans une voiture de rallycross électrique, j'aurais l'air d'un imbécile aujourd'hui, mais là tout de suite demain matin, j'ai pas du tout envie de monter dans une voiture de rallycross électrique, ça c'est sûr. Ok, merci messieurs. Allez, on reprend notre petit questionnaire. JB, Euro RX ou World RX? World RX, ça reste le summum du rallycross, c'est champion du monde avec les compétiteurs, l'adrénaline que ça engendre. Il n'y a rien qui remplace ça. C'est juste fantastique. Je me rappelle encore cette année 2017, c'était sympa, mais ça serait surtout plus sympa quand tu peux jouer avec les plus rapides, parce qu'effectivement jouer la 14e ou 15e place ou la 12e, c'est pas top, et c'est ce qui m'est arrivé en 2017. Où je pense que le niveau du rallycross mondial était à son apogée en 2017-2018. Depuis, les constructeurs sont partis, la tendance est un petit peu redescendue, bien qu'il y ait encore des superbes machines. Je pense que c'est beaucoup plus jouable, et c'était ça qui donnait un petit peu l'excitation, l'envie à des écuries, des pilotes de se joindre à ce championnat du monde. C'était au départ 2015, 2016, même 2014. Non, 2014 ils étaient encore en championnat d'Europe, je sais plus. C'était de pouvoir se mêler un petit peu à cette lutte. Après, effectivement, les constructeurs ont apporté de l'image, ont apporté des retombées extraordinaires, mais la contrepartie était que effectivement l'amateur avec son écurie et sa voiture était devenu complètement obsolète, has-been. Okay. Manu, on a encore 2 petites questions. Toujours pour JB, tu Febro commentateur ou Febro pilote? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux parce que ça reste au fond le même homme avec des valeurs qui lui sont propres et que je partage. En tout cas, moi, Julien, c'est avant tout un ami, quelqu'un avec qui j'aime bien discuter. On s'appelle pas, voilà, on se raconte des choses diverses et variées. On partage beaucoup d'avis communs, et donc effectivement, j'aime bien les deux. Les deux casquettes lui vont bien. Ok.
Allez, dernière question pour toi, Julien. Romain Grosjean ou Lewis Hamilton? Oula. Alors, certainement Romain Grosjean, parce que ce que vient de dire JB sur moi, je le remercie, je peux en dire de même de Romain. Après, voilà, je les ai connus tous les deux à des stades où eux n'étaient pas encore des célébrités. Romain, je l'ai connu bien avant la F1 et à l'époque de la F3. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'apprendre à bien mieux se connaître et à devenir proches. On est vraiment aujourd'hui très amis. Et Lewis Hamilton, je l'ai connu au cul du camion en GP2 à l'époque, avec une tignasse sur la tête à la Jackson 5, où on parlait avec lui et son papa. C'était le garçon le plus discret, le plus presque timide qui pouvait exister. Et c'était très agréable d'échanger avec lui. Et là, il est passé dans une sphère où malheureusement, on n'a plus accès à lui. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, à titre personnel, c'est évident que Romain, c'est mon ami. Et même si Lewis Hamilton n'est pas un ennemi, je peux pas dire de Lewis Hamilton que c'est un ami, évidemment. Donc voilà, j'apprécie les deux dans leur métier. Et à titre personnel, évidemment, j'ai beaucoup plus d'affinité avec Romain. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas réussi à voir Lewis, mais par contre, Romain avait un petit message pour vous. Salut JB, salut Juju. J'espère que vous allez bien, que le confinement ne se passe pas trop mal. Bon, on va parler de rallycross. J'ai pas encore essayé, mais vous savez à quel point j'ai envie un jour. Donc voilà, je sais que les voitures sont prêtes. Il faut juste qu'on trouve le temps et qu'on puisse sortir de la maison. Des questions. Pas simple en ce moment de trouver des questions parce qu'on ne sait pas quand la saison va commencer. Je sais, la F1, on ne sait pas combien de courses il va y avoir. J'imagine que le rallycross va être un peu la même situation. Mais écoute, voilà, les questions, c'est à quel point ça vous manque? Est-ce que ça vous manque autant qu'à moi? Et j'espère qu'on se verra rapidement sur un circuit. Bon, du coup, est-ce que ça vous manque? Est-ce que ça te manque, JB, là? C'est évident que ça fait partie aussi de ma vie, ça fait partie de mon ADN, moi, qui m'est propre. Le sport auto, la compétition, c'est dans mes veines, c'est dans mon sang. Donc oui, ça me manque. Maintenant, comme je le disais en introduction tout à l'heure, en toute objectivité, par les temps qui courent, je peux pas me plaindre. Je me plains pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment aujourd'hui devenu secondaire ou tertiaire pour moi. Hein. Ce n'est pas mon métier, ça reste ma passion. Et aujourd'hui, voilà, je pense plutôt d'abord, voilà, effectivement, à la santé des gens, à la santé de mon entreprise, de notre entreprise, qu'il faut respecter aussi. C'est aussi grâce à elle qu'on peut faire pratiquer cette passion. Donc, je prends mon mal en patience, et puis voilà, je crois qu'on aura des jours meilleurs. J'espère d'ici peu, voilà. Et puis le sport auto reprendra ses droits aussi d'ici quelques temps. Donc, on va y arriver. Ok, bon, merci. Et puis un grand merci à Romain pour ce message qui, je suis sûr, vous aura fait plaisir. Manu, tu avais une dernière question pour Julien, il me semble, et après on va clôturer pour laisser Julien aller vaquer à ses occupations. Moi, je voulais voir avec Julien, justement, quand tu es en relation avec tes pilotes sur les bords des Grands Prix, sur le bord des circuits, est-ce que ta casquette de pilote te permet d'avoir une meilleure compréhension ou appréhension des fois de leurs réactions? Alors ma casquette de gentleman driver, oui, parce que justement ça fait 15 ans que je vis au contact quasiment jour et nuit des plus grands pilotes de la planète pour ce qui est de la monoplace. Donc je sais ce que c'est qu'un pilote et j'en côtoie pas qu'en F1, j'en côtoie en rallycross, mais je peux pas du tout me mettre dans cette catégorie. Et maintenant, oui, parce que encore une fois, quand tu es sanglé dans une voiture de course, que tu sois en 2 chevaux cross, en autocross, en rallycross ou en Formule 1, t'es casqué, t'es sanglé, tu participes à une course, va y avoir un départ, tu vas être confronté à des adversaires, tu as placé des objectifs, quels qu'ils soient, de finir la course, de la gagner, et du coup, tu as un panel d'émotions que tu vis, quel que soit ton niveau et quelle que soit la discipline, qui est le même. Je suis persuadé que j'ai eu autant de joie et de bonheur le jour où j'ai gagné des courses en rallycross que Hamilton le jour où il est devenu champion du monde ou qu'il a gagné des courses en Formule 1. Et j'ai sûrement eu autant de déceptions à perdre des courses que il a pu en avoir ou que d'autres pilotes ont pu en avoir en perdant des courses qu'ils pouvaient gagner. Donc ressentir ces émotions-là, moi dans mon métier, c'est pouvoir mieux les raconter. Et c'est vrai que quand je vois le visage de pilotes et la manière dont ils répondent à des questions après une course, quand ils sont déçus ou quand ils sont heureux, je pense que
j'arrive mieux à traduire les choses et à les raconter parce que je les ai vécues. Mais c'est sûr que moi, le rallycross m'apporte beaucoup dans mon métier. Moi, mon métier aujourd'hui, j'ai la prétention de dire que je le maîtrise. Et donc, quand je vais à l'antenne, on me dit, est-ce que tu es stressé quand tu vas à l'antenne parce qu'il y a une caméra, parce que très honnêtement, non, j'ai aucun stress et je suis excité à l'idée d'aller à l'antenne. Il y a j'ai pas de pression en fait. Et la pression, je la retrouve en sport automobile et c'est pour ça que j'ai besoin du sport automobile. C'est qu'à partir du moment où tu es casqué, même si j'ai jamais eu peur dans une voiture de course, par contre, la sensation d'adrénaline qu'on a quand on s'aligne sur une grille de départ, c'est dur de raconter ça aux gens. Mais c'est extraordinaire. Et effectivement, passer cette période très compliquée, pour répondre à la question précédente, oui, ça manque. Ça manque d'être attaché dans une voiture, ça manque de prendre un départ, ça manque de se dire qu'est-ce qui va se passer au bout, et ça manque de se dire je vais tous les battre parce que si tu vas sur la grille autrement qu'en pensant ça, tu peux pas sortir devant au premier virage. Donc toutes ces émotions, elles nous manquent, toutes ces sensations, elles nous manquent, et elles me manquent aussi après dans mon métier pour bien commenter, ça c'est sûr. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va clôturer par une question d'un fan sur les réseaux sociaux qui nous demande que devient la seule Française capable de gagner en supercar. Donc, je pense que cette question s'adresse à toi, JB. Écoute, elle va bien, se porte bien également. Voilà, on est confinés ensemble en famille avec le petit Léopold et puis Léonie. Donc, écoute, c'est plutôt sympa. Elle a, en tout cas, sur un point de vue sportif, parce que je pense que c'est ça qu'il faut. Vous parlez de Pussyvolf, sur un point de vue, sur un point de vue. Sur un point de vue sportif, elle avait envie de remonter dans une supercar chez nous cette année sur une course du championnat de France, Dreux pour pas la nommer. Donc je sais pas si ce sera toujours d'actualité ou pas. En tout cas, elle a toujours cette envie. Elle partage la passion complètement différemment de moi. Très clairement, elle n'est pas passionnée du tout pareil. Adine, c'est quelqu'un de remarquable parce que elle n'est pas passionnée comme nous les puristes. On peut l'être. Voilà, elle suit rien. Il n'y a pas grand chose qui l'intéresse. Elle fait pas beaucoup de sport ou très peu. Par contre, dès qu'elle remonte dans une voiture de course, à l'instinct, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle débrouille remarquablement bien et c'est remarquable. Et puis voilà, elle est toujours très surprenante. La dernière apparition, c'était à Dreux en 2018, je crois, si je dis pas de bêtises. 18, c'était un podium, c'était 3e juste derrière Antoine Massé, le champion de France en titre, et Fabien Paillet, double champion de France. Donc c'était une super performance, elle est toujours très très remarquable et c'est dommage effectivement pour les passionnés. Je peux comprendre qu'elle ne puisse pas revenir sur une saison complète, voilà, avec une arme capable peut-être de faire des choses intéressantes en championnat de France. Ok, merci JB pour cette réponse. Il va me rester à vous remercier, sauf si tu avais peut-être une dernière question, Manu. Sinon, non, moi c'est bon, je remercie tout le monde également. Parfait. Un grand merci à toi, Manu. Un grand merci à nos deux invités. Un grand merci à Romain Grosjean pour ce message qui nous a fait plaisir. Un merci à Andrea. Un grand merci à toute l'équipe technique, à commencer par Pierre en régie. Et demain, on se donne rendez-vous pour du rallye. Voilà, vous avez compris l'alternance. Demain, ce sera du rallye avec un invité que tu connais plutôt bien, Julien. Ça sera Stéphane Lefebvre, qui sera accompagné d'Éric Camille. Et à la présentation, un autre Stéphane que tu connais bien, parce que Stéphane Gentil sera parmi nous. Et donc, ça sentira encore un petit peu le Canal+ demain dans Confin Live. Un grand merci. Si tu peux remettre dans les dents à Stéphane Lefebvre que je suis plus rapide que lui en sprint car, ça me ferait plaisir. Par rapport au Touquet, ça rééquilibrerait les choses. Tu lui rappelles les 4 dixièmes d'écart entre nous sur un sprint car. Ça marche, je n'y manquerai pas. Un grand merci, messieurs. Passez une bonne fin de journée, bon courage. Et puis on se retrouve bientôt les gars. Circuit. Et prenez soin de vous. Allez, bye bye. Au revoir, prenez soin de vous. Salut JV, salut Julien, salut Mathieu. Merci à vous.